En fait, tout le monde pense que tomber enceinte, c'est facile. Je crois qu'on est nombreuses à dire que ce n'est pas simple. On découvre que c'est un parcours compliqué. Ouais, compliqué. Alas, winter has passed. Spring comes on fast. May flowers bloom. A new tune to call forth a new day. C'est un petit parcours là pour l'instant. Ça va faire 2 ans avec des hauts et des bas et surtout voilà, beaucoup d'émotions. Avant de prendre des traitements, de faire des FIV, il faut d'abord essayer. Voilà, il y a un cycle où on prend des cachets, où ils vous demandent d'essayer naturellement. Et en fait, il faut attendre, je crois, 1 an pour pouvoir entamer un processus de FIV. Donc déjà, c'est long, déjà rien que le début. Donc nous, on a fait ça pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, finalement, ça ne marchait pas. Et là, en fait, ça a été le début... en fin de compte, ça a été le début du parcours de PMA. Donc la PMA ou l'AMP, c'est l'assistance médicale à la procréation. Donc c'est une partie de la gynécologie et de médecine de la reproduction qui prend en charge les patients, les couples ou les femmes désirant une grossesse et ont des difficultés pour l'obtenir. Donc ça peut être soit parce qu'il y a une infertilité, soit parce que les conditions physiologiques, donc par exemple un couple de femmes ne peut pas avoir d'enfants naturellement. On n'est pas obligé de passer tout de suite à la fécondation in vitro, donc au bébé éprouvette. Il y a des alternatives d'insémination intra-utérine, donc c'est la prise en charge où on dépose les spermatozoïdes dans l'utérus. Soit ça peut être sur un cycle naturel, chez une femme qui ovule naturellement, on va repérer le moment d'ovulation et on va déposer les spermatozoïdes dans l'utérus. Soit éventuellement, on va induire l'ovulation, donc c'est-à-dire on va donner des médicaments par comprimé. La plupart du temps, ça se résume plutôt à des injections qu'on va faire pour faire grossir le follicule, la petite poche dans laquelle l'ovocyte est contenu, et ensuite déposer les spermatozoïdes au moment de l'ovulation. Ouais, ça va le faire. Dès qu'on part sur le projet d'avoir un enfant, sans rentrer dans un parcours PMA comme aujourd'hui, c'est vrai que tout est machinal en fait. On regarde son cycle, on se dit on le fait tous les jours alors que ça n'a pas de sens de le faire tous les jours. Et c'est vrai que c'est cette croyance de se dire ok, on fait l'amour à un moment donné et puis on a ce petit plus sur le petit test et c'est naturel. C'est ça en fait le parcours qu'on connaît en fait, qui est vu au cinéma, qui est expliqué par nos parents. C'est dur d'accepter justement l'aide de la médecine parce que quand on essaie d'avoir un enfant, parce que finalement, tout est dans la phrase faire un enfant. Faire un enfant, c'est entre 2 personnes. En tout cas, dans mon cas, c'est avec mon compagnon. Et on dit que c'est le résultat de l'amour qu'on se porte, etc. Le sentiment que j'avais, c'était c'est Dieu et nous, on est là, on va écouter. Donc, si on me dit qu'il faut avoir un rapport ce jour, à telle heure, machin, on le fait. La conversation est à 3, quoi. C'est une danse à 3. Mon projet de maternité, il a commencé, je dirais, en 2014. 2014-2015. Avec mon conjoint de l'époque, on a arrêté la contraception, la fleur au fusil, j'ai envie de dire, pour essayer d'avoir un enfant. Et en fait, ce projet, il a été arrêté net parce que le père de mon fils a eu un séminome. Donc, un séminome, c'est un cancer des testicules. Donc, c'était la mauvaise surprise. Et donc, dans son protocole de soins, il devait donc être opéré et ensuite enchaîné avec de la chimiothérapie.
Et avant ça, dans les protocoles, on propose de faire des paillettes de spermatozoïdes, donc de faire une conservation de spermatozoïdes pour pouvoir justement faire des enfants. Dans un deuxième temps, une fois qu'on était en rémission, chimiothérapie et opération n'entraînent pas automatiquement une stérilité. Il avait déjà des problèmes de fertilité. Liés au cancer ou pas, ça on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Donc une fois que le cancer était derrière nous et qu'il était en rémission, on a eu la chance, parce que c'est quand même aussi une chance, de pouvoir entamer un parcours PMA. Il peut y avoir plusieurs indications de prise en charge en PMA. C'est vraiment en lien avec l'étiologie de l'infertilité. Il y a certains couples chez qui on va diagnostiquer un problème chez l'homme, par exemple. Il peut y avoir des anomalies spermatiques, de la quantité ou de la qualité spermatique. Il peut y avoir des problèmes chez la femme, donc ça peut être des problèmes d'ovulation, donc des ovulations qui ne se font pas ou qui ne se font pas correctement. Il peut y avoir aussi des problèmes de perméabilité des trompes, donc c'est les petits tuyaux qui emmènent l'ovocyte vers l'utérus. Et après, il peut y avoir aussi des problèmes au niveau de l'utérus. Et donc, il y a aussi d'autres pathologies qu'on peut retrouver, comme l'endométriose, effectivement, qui est une pathologie assez fréquente et qui peut impacter la fertilité. Donc j'ai un SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Ce mot était complètement nouveau pour moi et en toute transparence, même aujourd'hui, je trouve que je le comprends pas tout à fait. Et j'ai appris qu'en effet, une femme sur 10 en avait en fait, et c'était l'une des premières raisons d'infertilité en France. Donc le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, c'est des ovaires qui sont trop riches en follicules. Trop riches, ça veut dire qu'il y a trop de follicules, c'est plus effectivement des follicules qui n'arrivent pas à maturer, qui s'arrêtent à un certain stade d'évolution. Et ils n'arrivent pas jusqu'à l'ovulation ou très très peu fréquemment. Donc ces femmes-là souvent se retrouvent dans des situations où elles vont ovuler 1 ou 2 fois dans l'année, ce qui diminue les chances de grossesse. Parfois, il y a des patients qui vont absolument pas ovuler. Dans l'imaginaire collectif, malheureusement en tout cas, le problème vient... On pense que les problèmes viennent plutôt de la femme. Et j'ai fait partie effectivement de cette pensée, pour être tout à fait honnête. J'étais persuadé que si problème il y avait, c'était malheureusement du côté de ma femme et qu'il fallait la soutenir par rapport à cela. Voilà, c'était l'idée première que j'avais. Avoir un défaut, entre guillemets, une problématique liée à la qualité du sperme, ça va toucher la virilité, inconsciemment en tout cas, alors que l'homme est vu comme quelqu'un de puissant. Et donc forcément, on ne veut pas être cette personne faible, entre guillemets. Et donc du coup, on se refuse d'être dans cette case-là, alors que c'est pas du tout ça. C'est juste un problème que tout le monde peut avoir, sur les hommes comme chez les femmes, et on sait maintenant que la qualité du sperme baisse au fur et à mesure des années, donc c'est juste logique, mais on ne veut pas se l'avouer. J'étais complètement choqué du fait d'apprendre qu'il y avait 0 sperme et qu'on appelait ça un cas d'azospermie. Alors, il y a plein de choses qui se sont passées en même temps quand on nous a annoncé ce diagnostic. Même si moi, j'ai toujours eu peur pour sa vie, au final, on savait que sa vie n'était pas... il y avait peu de chances que sa vie soit en danger. Mais effectivement, avoir un cancer aussi jeune, ça change tout. Le parcours de vie était assez tracé jusqu'à maintenant. Et la vie m'a rappelé que ça ne se passait pas comme ça. Et qu'on ne décidait pas de tout. Et effectivement, moi, ça a été extrêmement dur. L'idée, la perspective des complications et des difficultés pour avoir des enfants, ça m'a à la fois préparée et terrifiée. Parce que même si ça a pu me rassurer de savoir que ça existait et que du coup, ce serait possible d'avoir un enfant et que le système de santé nous permettrait ça, je savais que ça allait être compliqué. C'est un énorme sentiment d'injustice et en fait, la première impression ou l'une des premières impressions que j'ai eues, c'était dans quelle galère j'ai mis ma femme. Quand on a un problème, quand on l'a pour soi, c'est plus simple de gérer parce que c'est son problème et on gère. Là, c'est un problème que j'ai, mais qui malheureusement impacte également fortement ma femme.
Et j'aurais aimé, en tout cas, éviter qu'elle ait à gérer ce genre de choses. Donc ça a été compliqué. Moi, ce qui a été très culpabilisant, c'est de faire subir ça. C'est horrible, ce que je vais dire. Je voudrais le formuler autrement, mais je vais dire les choses telles qu'elles me viennent, et c'est horrible, je vais dire à cause de moi. Mais c'est terrible, parce que c'est pas à cause de moi. Voilà. Mais l'idée, c'est que c'est à cause de moi. C'est moi qui ai un problème. C'est moi qui fais subir ça à notre couple. C'est moi qui fais subir tous ces rendez-vous, tout ce parcours. S'il était avec une autre femme, il aurait peut-être un enfant naturellement. Voilà. Donc c'est hyper culpabilisant. Et ça met presque en colère, en plus. Dire, mais pourquoi ? En colère que mon corps il réagisse comme ça, en colère que mon corps ne me permette pas de continuer à pratiquer une activité, tout ça, voilà, il y a une notion de culpabilité qui est un peu au début, de honte d'être dans ce parcours, de pas en parler. On ne sait pas que ça existe et on ne sait pas en fait que c'est hyper répandu et que je suis pas seule, mais personne n'en parle. Mais pourquoi ? C'est terrible d'être aussi isolée. Tu viens t'asseoir ? C'est gentil. Tu veux t'asseoir ? Tu veux la prendre sur toi ? Non, tu veux faire un bisou ? Non, s'il veut pas. Ça y est, t'as fait un bisou. Il veut le chocolat. Tu sautes ? Comment ? Ah oui, génial. Comment on saute ? Ah oui, comme ça ? Hop, d'accord ? Juste pour vérifier que tout va bien avant de commencer dans le projet bébé, tu fais une série d'examens. Donc moi j'avais fait une hystéroscopie, donc ça c'est on insère une caméra dans ton utérus. On a rencontré la gynécologue qui t'a demandé de faire des examens dans l'hystérosalpingographie. On arrive à le dire maintenant, donc c'est bon. C'est un peu, on s'est dit si on arrive à le prononcer, c'est qu'on va avoir un enfant. Alors là, hyper angoissant, vous êtes à quel jour du cycle, mais machin, mais nous on n'a pas de rendez-vous avant machin. Donc en fait, je me suis dit, mais je vais jamais arriver à faire cet examen-là. Et ensuite, l'autre rendez-vous, c'était avec la biologiste. Ouais. Psychologue, psychiatre, généticien. Biologiste. Et au bout de 6 mois, donc, j'ai refait un spermogramme. Il faut aussi aller chez le notaire. C'est ça. Entre-temps, on a eu un donneur, 7 mois après le passage à la commission. Et ensuite, il y a une réunion pluridisciplinaire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on nous propose donc, de faire une FIV. Du coup, on a pris rendez-vous dans la foulée pour mettre en place ce fameux protocole, les fameuses piqûres. Et là, l'objectif, c'est de produire plusieurs ovocytes, le maximum d'ovocytes. Normalement, il y en a une deuxième pour ralentir et une troisième pour lancer l'ovulation, en fait, voilà, au moment où tu vas être inséminé. Tout d'un coup, c'est comme si on commençait un marathon, mais en fait, on n'a pas de ligne d'arrivée. On ne sait pas quand on arrive et on nous dit faut tenir, mais il faut surtout pas penser à la ligne d'arrivée, surtout, et faut pas y penser. Mais il faut courir, continuer. On ne sait pas quand c'est. Vous pourrez courir pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, on ne sait pas. Mais il faut tenir. On commence une espèce de course contre la montre, contre tout. Et le monde s'arrête. Tout s'arrête pour laisser place aux protocoles médicaux. Alors, l'hystérosalpingographie, c'est une radio des trompes de Fallope. Ce qui est important, c'est de voir en fait la cavité utérine et s'assurer aussi que les trompes utérines sont libres, qu'il n'y a pas d'obstruction. Parce que s'il y a des obstructions, la question c'est est-ce qu'on peut lever ces obstructions ? Si on peut les lever et si donc les trompes sont à nouveau perméables, dans ces cas-là, et si le bilan hormonal le permet, on pourra aller vers des inséminations intra-utérines parce que là, on a besoin de trompes perméables. Par contre, si c'est pas perméable et si on peut pas lever, et bien dans ces cas-là, on ira vers des techniques de fécondation in vitro. Moi, ça n'a pas été agréable du tout. J'ai eu la petite larme qui coulait. Et c'est un examen où on te dit il faut se détendre. Oui. Ça va durer 2-3 minutes et vous êtes parti. Ramenez quand même une serviette au cas où après. Et on prend un Doliprane après au cas où. Potentiellement, il y a des infections. En fait, on minimise la douleur de ce truc. On minimise l'effet. Ce qui me tue, moi, c'est que tu peux pas ramener quelqu'un avec toi pour tenir la main, etc. J'étais toute seule et j'ai envoyé un message à mon compagnon en mode j'ai envie de pleurer, en fait.
parce que c'est lourd. Je me dis, putain, c'est ma vie maintenant. C'est un parcours très éprouvant. C'est un parcours long, un parcours qui nécessite de se faire mal, parce qu'en se faisant des piqûres, on se fait mal. On est obligé d'accepter certaines choses, de se déshabiller, de s'installer, faire des échographies tous les 2 jours, faire des prises de sang tous les 2 jours. C'est vraiment un parcours éprouvant. Déjà dans ce parcours, c'est toujours à poil, toujours dénudé, etc. Je sais qu'à chaque rendez-vous, on va me palper. Je ne sais pas trop si je vais garder mon bas, si je vais tout enlever finalement, combien de personnes il y a dans la pièce. Donc c'est très, très intrusif, c'est clair. On s'habitue. Maintenant, je sais, c'est limite, j'arrive, hop, on descend les sous-vêtements, on se met position gynéco, le spéculum, l'échographie pelvienne. Échographie pelvienne, j'en fais à l'appel. Mais au bout d'un moment, j'ai fini par dire à Aurélie, là, en fait, j'en ai marre qu'on touche mon corps. J'en ai marre. Ouais, en fait, j'en ai marre du spéculum. J'ai envie qu'on me lâche. Et en même temps, on sait que j'ai pas le choix. J'ai clairement pas le choix parce qu'on veut faire un enfant et qu'on doit passer par là pour faire famille et pour avoir notre bébé. Je suis sortie de là, j'en ai pleuré toute la journée, incapable de travailler, etc. Pourquoi ? C'est parce que du coup, elle m'a mis mal à l'aise par rapport à mon corps, en fait. En gros, elle me disait qu'il fallait que je perde du poids, que j'étais grosse. Mais cash. Bonjour. Est-ce que vous avez la possibilité de voir ce que je suis venue acheter hier ou pas ? Parce que je ne sais plus si j'ai acheté l'Ovitrel. Ouais, l'Ovitrel, j'en ai besoin d'un seul. Et oui, c'est juste le Firmadel, s'il vous plaît. Je vais peut-être prendre de la progestérone aussi. D'accord, c'est vous. Merci. Personnellement, j'ai un rapport à mon corps qui est difficile. Je pense que je ne suis pas la seule femme à ressentir ça. Le fait, en plus, de me dire que c'est potentiellement à cause de ça que j'ai ce syndrome des ovaires polykystiques et que potentiellement, j'arrive pas à avoir d'enfant à cause de mon poids, c'est en fait, tu te sens coupable. Enfin, moi, je me suis sentie très coupable, très attristée, en colère aussi, pas contre moi, mais contre la personne. J'ai eu des petites crises aussi un peu où, j'appellerais pas ça de la boulimie ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je pense qu'après ça, j'ai vraiment fait vachement plus attention, j'ai été extrême dans le sport, etc. Mais après, c'est vite parti, mais c'est vrai que ça a un effet ricochet assez direct sur moi, clairement, ou même avoir de l'intimité avec quelqu'un, j'ai mis un peu de temps, où je me sens moins à l'aise peut-être dans ces moments-là. Inconsciemment, c'est sûr que ça a eu un impact, c'est sûr. Et ça a retardé, je pense, en effet, un petit peu tout le processus. Et je fais encore la paix aujourd'hui avec mon corps. C'est pas encore 100% là, mais on se reconnecte petit à petit. On peut annoncer beaucoup de choses à une personne, mais la façon dont on va l'expliquer peut changer complètement la perception et le vécu. Il y a de plus en plus d'accent sur l'aspect psychologique. On essaie de mettre un peu plus en avant tous les facteurs qui peuvent effectivement jouer sur la perception des choses et où ça peut effectivement impacter les chances de grossesse. Et déjà que tout est stressant, angoissant, long, compliqué, on nous demande de prendre beaucoup de recul, etc. Mais en plus, quand on se sent plus femme du tout, c'est compliqué. On se sent plus femme parce que notre corps est complètement transformé par les prises d'hormones, par les piqûres, on prend du poids, on a des changements hormonaux qui sont... moi, les changements hormonaux, ils ont été énormes. Le corps de la femme lui est un peu dépossédé, puisqu'elle fait des parcours de stimulation, en tout cas pour ma part. Et donc, le corps, il change, le corps, il gonfle, le corps, il dégonfle, le corps, il est douloureux. Il faut se faire des injections, il faut prendre des comprimés, etc., etc. La stimulation, c'est des piqûres qu'on fait pendant une quinzaine de jours. Et nous, on a besoin de savoir le moment où les follicules sont le plus matures. À quel moment on peut faire la fécondation in vitro ou l'insémination. Donc, on repère la taille de follicules, on les mesure. Ces échelles sont assez grandes. Donc, le follicule, on considère qu'il est mature entre 16 et 23 mm. Donc, on récupère ces ovocytes par ponction, avec une voie d'abord vaginale. Et une fois qu'ils sont ponctionnés, eh bien,
soit on fait une fécondation in vitro classique, c'est-à-dire qu'on va mettre un certain nombre de spermatozoïdes en contact, au contact des ovocytes. Donc tout ça, ça va rester au chaud. Il va y avoir une fécondation, il va y avoir un embryon et on va laisser l'embryon se développer pour faire après ce qu'on appelle un transfert, donc la réintroduction de l'embryon dans la cavité utérine qui peut se faire au 3e jour ou voire au 5e jour. Pour une insémination, on va essayer de repérer le moment où un ou deux follicules atteignent cette taille-là pour provoquer l'ovulation et faire l'insémination. Il faut savoir qu'en 3 mois, quand même, j'ai compté, j'ai avalé 360 cachets et je me suis fait presque 200 piqûres dans le ventre en 3 mois. Enlevez le capuchon, nanana, conservez-le, vous sortir pour l'injure. Le capuchon, nanana, assurez-vous que l'aiguille est correctement positionnée. Tu vous vis très loin. Je t'ai pas fait mal? Non. Number one. Heureusement, je suis dosée assez faiblement, donc les effets secondaires, j'en ai pas tant que ça. Après, c'est tout d'un coup, tu te mets... Je me suis mise à pleurer parce que mon yaourt à la banane sentait trop la banane. Et très clairement, c'est les hormones. Hein. C'est les piqûres d'hormones. Mais j'ai pleuré. Aurélie a cru que ce matin-là, je pleurais, mais à chaudes larmes. C'était un drame dans ma vie que mon yaourt sentait la banane, alors que c'était un yaourt à la banane. Ça fait sens. Ouais. Voilà, ça fait sens. Aurélie m'a même demandé, mais pourquoi t'as acheté ça si t'aimes pas? Et je dis, mais si, j'aime, mais en fait, là, ça sent fort la banane. Voilà. Pendant 1 an, j'ai pris une fois par semaine, j'ai dû faire des piqûres et tous les jours, j'ai dû prendre des médicaments à des heures précises pour justement faire en sorte d'obtenir en tout cas des spermatozoïdes qui soient le plus valides possible. J'ai eu des bouffées de chaleur. Donc ça c'était le premier élément et fait plutôt marrant, on va dire. En tout cas c'est comme ça que je le prends. Mais sur des films, par exemple, très émotifs, il m'arrivait de pleurer. Chose que je ne fais jamais, je précise. Comme quoi ça avait un impact sur moi. Mais bon, ça fait du bien. J'avais un déni sur ça, sur justement les stimulations qui influent sur les hormones et du coup mes humeurs. Je disais non, ça va, je gère. Finalement, en analysant un peu mes dernières semaines, je me rends compte que non, c'était compliqué, quoi. Mais en même temps, j'ai pas de me sentir coupable, en fait, parce que c'est ce que je vis. Mais en revanche, c'est vrai que sur le coup, tu dis pourquoi je lui ai parlé comme ça, pourquoi j'ai envoyé ce mail, j'ai pas réfléchi, etc. Pourquoi ce texto? Des fois, il était à l'étage, j'avais très envie d'aller lui faire un câlin, donc je montais les escaliers. Arrivé en haut des escaliers, je le voyais, j'avais envie de le taper. Je lui disais non, je redescends. En fait, j'ai plus envie. J'ai envie de te taper, je redescends. Voilà. C'est psychologique aussi de se dire tous les soirs, je dois me piquer entre 20h et 21h. Donc, du coup, tu organises ta vie en fonction. En termes de douleur, je ne veux pas dire que c'est pas indolore. Hein, tu ressens quelque chose, évidemment. Il faut bien faire les doses, etc. Enfin, nous, on n'est pas médecins, en fait, déjà d'une. Donc, c'est super intimidant. Et je pense qu'il y a une responsabilité de deux côtés, finalement. Donc, de mon compagnon, il ne faut pas que je lui fasse trop mal. Il faut que ça soit droit. Il faut que je mette la bonne dose, etc. On s'est déjà trompé une fois. Hein. Il m'a mis la mauvaise dose et du coup, on a mis une autre dose. Et on ne sait pas du tout, ce que ça a impacté. Et on est là, il est 21h et tu te dis, on appelle le docteur, qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, on a pris la décision toute seule et c'est une responsabilité à avoir ensemble. On t'envoie des liens YouTube pour regarder et tu la regardes 1000 fois, quoi. Tu fais étape par étape, etc. Mais c'est vrai que j'avoue que pour la toute première fois, j'aurais bien aimé que ça soit une infirmière peut-être qui passe le faire et qui nous montre, en fait. Mais c'est dingue qu'il faille aller poser les questions. Ce n'est pas nous les sachants, c'est eux. Donc, et il faut qu'on leur tire les vers du nez. C'est fastidieux, c'est épuisant. C'est vraiment très épuisant.
lorsqu'en plus il y a des désirs de grossesse derrière et qu'on sait tout le stress que ça peut générer, toute la charge mentale que ça peut prendre dans notre cerveau, la moindre des choses, c'est de nous expliquer. En plus, c'est un domaine qu'on ne connaît pas. Et aussi ces phrases de dire « mais c'est pourtant clair », bah non, en fait, moi je ne travaille pas tous les jours dans le milieu médical. Donc non, ce n'est pas clair. Et si je vous pose des questions, c'est que j'ai besoin de comprendre et de reformuler. Ce n'est pas que je vous embête, au fait. C'est que j'ai besoin de comprendre déjà où moi je vais. Parce qu'il s'agit quand même de mon corps, au fait. J'ai besoin aussi qu'on m'explique plus les choses. J'ai besoin qu'on me dise « oui, ok, vous avez un follicule de 13 mm. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Il n'y en a qu'un seul. C'est bizarre pour comparer au premier round où il y en a eu 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai vraiment j'ai besoin de plus d'informations. Mais comme c'est à la chaîne, ou j'en sais rien, j'ai pas envie de leur trouver des excuses, mais j'ai besoin de plus de réponses. Et j'ai besoin qu'on réponde et qu'on prenne le temps de répondre à mes questions. Et de pas me sentir bête aussi ou être infantilisée. C'est beaucoup ça, j'ai l'impression que je suis retournée... j'ai 6 ans, quoi. Tout au long de ma grossesse, j'avais l'impression, quand j'allais à des rendez-vous médicaux, quand j'allais à la maternité, qu'on me parlait un peu comme si j'étais une gamine qui avait fait une connerie. Tu vois, il y avait un côté, j'avais l'impression d'être comme une fille de 16 ans qui serait tombée enceinte par accident. Là, j'étais la meuf en solo qui a décidé de garder ses jumeaux un peu. Enfin, je le sentais en mode ah oui, d'accord, bah vous faites rien comme tout le monde, comment vous allez faire, j'espère que votre mère elle va vous aider. Enfin, il y avait ce ton, je sais pas comment le décrire, mais ce ton qui est très propre, je trouve, aux professionnels de santé, très maternaliste. C'est là que j'ai découvert le maternalisme, la misogynie de certaines femmes, mais le fait de te prendre de haut. Ça, ouais, je trouvais ça vraiment difficile. En fait, là où j'aurais voulu avoir du soutien, j'avais l'impression de recevoir que du jugement. Un paramètre en plus, c'est que j'ai l'impression que tout est fait pour les Blancs. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. On parle du syndrome méditerranéen. C'est lorsque le corps médical minimise les douleurs et les peines de toute personne qui a une couleur de peau autre que blanche. Donc, il est noir. Il faut prendre avec des pincettes tout ce qui est dit. Or, non, en fait, ce n'est pas un... Enfin, c'est vraiment derrière du racisme. Et effectivement, ça nous déshumanise. On nous considère comme une enveloppe, au fait. Comme une enveloppe, comme un truc scientifique, et c'est tout, au fait. Alors qu'on est des personnes. Si vous n'êtes pas capable de faire preuve d'empathie, il est temps que vous changiez de travail. Ma première grossesse, j'ai eu un gros souci dès le début. C'est que j'ai fait ce qu'on appelle une hyperstimulation ovarienne. C'est-à-dire que j'ai surréagi au traitement qui était amené à faire grossir mes ovules. J'ai eu des kystes aux ovaires. J'ai eu 25 kystes à droite et 20 kystes à gauche. Et du coup, j'ai dû être alitée pendant 3 mois parce que je ne pouvais rien faire, parce que la douleur était assez forte. Concernant les doses de traitement en PMA, on n'a pas vraiment d'algorithme à proprement parler. Souvent, on se base sur le poids de la patiente, l'âge et sa réserve ovarienne pour choisir les doses. Il faut savoir qu'il y a certaines situations cliniques où les patientes vont avoir besoin de plus de traitement ou moins de traitement. On peut avoir les patientes du même âge, du même poids, avec la même réserve ovarienne, qui vont répondre complètement différemment au traitement. Et ça nous arrive aussi régulièrement d'avoir la même patiente qui va réagir complètement différemment sur 2 stimulations différentes. En fait, la réserve ovarienne et la fonction du corps, elle n'est pas vraiment préétabli. Il y a plein de facteurs qui vont impacter, le stress, la fatigue, la température dehors, plein de choses qui peuvent impacter la fonction des ovaires. Et donc, c'est assez difficile parfois de retrouver la bonne dose, surtout initiale, quand on prend en charge pour la première fois une patiente. Parfois, on peut ne pas choisir correctement les doses. Un être humain, c'est pas un robot. Et donc, encore une fois, il y a plein de facteurs qui agissent sur la fonction, sur les fonctions physiologiques dans le corps. Du haut des cuisses jusqu'en dessous de ma poitrine, j'ai pris 15 kilos d'eau en 3 jours.
Donc j'ai été hospitalisée immédiatement. C'était assez impressionnant. Je me souviens, cette douleur, l'accouchement à côté, c'est rien. Les douleurs de la fille, c'est rien. C'est vraiment, ça a été... Je me suis vue mourir. D'ailleurs, je pense que je l'ai dit, je suis en train de mourir. Et là, en fait, ça a commencé vraiment ce processus de déshumanisation, parce qu'en fait, j'ai été un petit peu une bête de foire à l'hôpital. C'est-à-dire que le lendemain, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus... Enfin, c'était impressionnant. Et ils sont venus à 5-6 médecins et étudiants dans ma chambre pendant que j'étais en train de prendre ma douche. Et ils m'ont demandé d'ouvrir la porte de la salle de bain, alors que j'étais nue, en train de me doucher, pour voir. Pour voir. Voilà. Et, mais bêtement, j'ai pas dit non. Parce qu'en fait, ce sont des médecins, donc ils veulent voir, je sais pas, on me demande d'ouvrir pour voir. Ah oui, quand même. Et j'étais nue dans la salle de bain. Et en plus, gonflée, je me sens horrible, j'avais mal. Et ils me regardaient tous. Ah oui, c'est impressionnant. Voilà. Après, on leur demande pas d'être des psychologues, on leur demande de traiter le problème, on est bien d'accord. Mais on est réduit à un corps, en fait. Tout ce monde qui parle de votre corps sans parler d'Amandine, mais du col de l'utérus d'Amandine ou des ovaires d'Amandine. Voilà, c'est un peu compliqué. Là-bas. Ils sont là-bas, les canards? Oui. Tu veux qu'on aille les voir? Tu nous attends après, hein? Écoute. Il est parti bien. Ah mais tiens, c'est à toi ça? Non, c'est pour lui. Non, c'est pour moi. Tiens. Tu jettes. Approche-toi avec papa. Tu tiens la main de papa. Tiens, vas-y. Bravo! Encore? Bravo, mon cœur! C'est bien. On rentre à la maison? Let me down, easy now, 'cause you know I've been at your back and I follow you wherever you go. I'm at your back and call. Oh, 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 oh. I'm at your back and call. Oh, 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 oh. Il y a une dizaine d'années, j'étais avec un très bon pote à moi qui me dit ouais, pour toi, ça va être compliqué de faire des gosses. Il me dit, tu verras, dans 10 ans, ça va le faire grave. Mais là, il me dit, c'est compliqué. On était en plein manif pour tous. C'était l'horreur. Notre aspiration à devenir mère, elle ne dépend plus de l'arbitraire d'une rencontre. Et aujourd'hui, même si tu n'es pas validée, entre guillemets, par un homme, tu as le droit d'être mère. Et ça, c'est immense, en fait. C'est immense. Sur la partie maternité, on me mettait de côté. En fait, on me regardait jamais. On fait des enfants à deux. Je pense que ce qui a été vraiment sous-estimé, c'est les moyens qu'on a à l'hôpital. Voilà, parcours PMA, c'est ça. C'est des pleurs et de la colère.